Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont dominé cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Je rappelle Patricia, votre dernier ouvrage Géopolitique du Sahel, publié aux éditions PUF. À vos côtés, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. À la une du mois de mai, Ziad, la Coupe du monde de foot à venir, Made in Trump, dites-vous. Un mot là-dessus? Made in Trump, oui. Ça va être la plus grande Coupe du monde jamais organisée, mais chez les dingues. Donc ça va être intéressant à regarder. Visa, sécurité. Le nouveau secrétaire d'État à l'intérieur s'est exprimé américain pour dire on va avoir 78 Super Bowls dans 11 villes différentes pendant 1 mois et demi. Et donc il y a des vrais risques de sécurité aussi. Et on commentera ça ensemble dans Une semaine. On y sera, oui. Face à vous, Christian Macarian, avec nous ce soir, spécialiste des relations internationales. Bonsoir. Christian, merci également de vous joindre pour la discussion ce soir. Et Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Au sommaire ce soir, le cessez-le-feu Iran-États-Unis, une nouvelle fois violé aujourd'hui. Les États-Unis disent avoir frappé 2 pétroliers iraniens qui tentaient de forcer le blocus américain. Les médias iraniens évoquent d'autres affrontements sporadiques dans le détroit d'Ormuz. Tout cela alors qu'on attend toujours la réponse de Téhéran à la dernière proposition américaine pour mettre fin à cette guerre. Violation aussi du cessez-le-feu décrété successivement par l'Ukraine et par la Russie. Attaque de centaines de drones russes la nuit dernière sur le territoire ukrainien. Riposte ukrainienne aussi sur la Russie. Moscou demande aux représentations diplomatiques présentes à Moscou d'évacuer la capitale avant demain, journée de commémoration en Russie de la capitulation nazie. Et Moscou qui a vu d'un très mauvais œil la démonstration de force des Européens cette semaine en Arménie, le petit pays du Caucase qui souhaite diversifier ses alliances et s'éloigner justement de la Russie. Volodymyr Zelensky était présent sur place. On reviendra sur tout cela dans quelques minutes. Est-on à la veille d'un accord entre les États-Unis et l'Iran ou au contraire, puisque les déclarations contradictoires de Donald Trump se succèdent, à la veille de nouvelles frappes dévastatrices sur Téhéran? Les prochains jours le diront. En attendant, nouvelles tensions donc aujourd'hui. Les États-Unis disent notamment avoir neutralisé 2 pétroliers iraniens qui tentaient de forcer le blocus américain. Les médias iraniens évoquent de leur côté d'autres affrontements sporadiques dans le détroit d'Ormuz. Tout cela alors qu'on attend la réponse de Téhéran à la dernière proposition américaine pour mettre fin à cette guerre. On va écouter tout de suite Donald Trump à l'issue de la journée d'hier également émaillée d'incidents. Le cessez-le-feu tient toujours. Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué, j'appelle ça une broutille. Je vous dirai quand il n'y aura plus de cessez-le-feu. Vous n'aurez pas besoin d'être informé. S'il n'y a plus de cessez-le-feu, vous n'aurez pas besoin de le savoir. Il vous suffira de regarder une énorme lueur sortir d'Iran. Ziad, on peut le dire, on a atteint un sommet cette semaine dans les déclarations contradictoires de Donald Trump. Parfois, Marco Rubio contredisait la même journée une déclaration de Trump qu'il avait effectuée le matin même. Est-ce qu'ils savent où ils vont? Non, quand même, il y a quelque chose d'assez clair, c'est que pour le moment, les Américains gardent leur ligne d'un cessez-le-feu qui n'en est pas vraiment un, mais qui quand même ne bascule pas dans la guerre ouverte, les bombardements, la reprise des bombardements aériens, la dévastation de l'Iran, le retour d'Israël dans la guerre. Donc on n'est pas dans ce scénario. Et quelles que soient les différences de son, d'image aux États-Unis, il y a quand même un chef en haut qui décide malgré tout, avec ses incohérences, mais qui décide que pour le moment, il ne veut pas retourner à la guerre. Ça ne l'empêche pas de dire que s'il y va, avec son langage tout à fait sympathique, il y aura une très grande lueur au-dessus de l'Iran qui sera rasée. Mais au fond, leur stratégie, c'est d'obtenir une forme de reddition des Iraniens, d'obtenir l'ouverture du détroit d'Ormuz, et malgré les difficultés, parce que la fameuse opération Freedom Project qui a lamentablement échoué en 48 heures, ça prouve qu'ils ont vraiment du mal à obtenir ça. Mais semble-t-il, pour le moment, on ne va pas vers la guerre parce que cette guerre, elle est aussi impopulaire aux États-Unis. Il y a des élections, il y a la crise, il y a le prix du gallon of oil, le prix du litre, enfin c'est pas du litre, c'est 2 litres, gallon, je crois. C'est 3 litres. 3 litres d'essence pour l'Américain moyen. Tout ça n'est pas bon signe pour un président dont on faut se rappeler que dans quelques mois, il est sortant, quel que soit X, sauf s'il renverse toute la table, et à ce moment-là, on sera dans une autre discussion. Patricia, on sent quand même une impatience de Donald Trump d'en finir. Il s'enlise véritablement dans cette guerre, et Ziad a commencé à l'évoquer, mais puis on en a parlé encore la semaine dernière. Pour des raisons de politique intérieure, il a intérêt à en finir.
Alors, on connaît l'impatience de Donald Trump, on connaît effectivement les deadlines qu'il a devant lui, sexy, après c'est la rencontre avec le président chinois, après c'est l'anniversaire des 250 ans des États-Unis, et après c'est les midterms. Mais je crois qu'au-delà de tous ces impératifs, il y a de part et d'autre une volonté qui est quand même très affichée. Donald Trump, c'est d'afficher une victoire avec une reddition fausse ou vraie des Iraniens. Ça, c'est sa volonté, c'est un but. Il a besoin et il veut afficher une victoire. Alors, de toute façon, victoire ou pas, il dira qu'il a quelque chose, mais il faut quand même un peu de choses. Et le peu de choses, c'est pas tant le détroit d'Ormuz, mais c'est plutôt sur le nucléaire. Mais bon, le détroit d'Ormuz... La dernière proposition américaine ne mentionne pas cette histoire de nucléaire. Alors, dans les 14 points, dans les points qui ont filtré par Axios, pas dans le plan d'avant, mais dans ce qui est filtré par la revue Axios, il y avait des mentions du nucléaire. Bon. Mais là, pour l'instant, il veut cette reddition, lui veut ça. Quant aux Iraniens, ils ne veulent pas être humiliés. Et ils affirment aussi qu'ils ont... Eux, ils n'attendent pas de proclamer qu'ils ont gagné. Ils affirment déjà qu'ils ont gagné. Donc, entre ces deux positions, que vous voyez bien totalement irréconciliables, il faut trouver un chemin. Et donc, le chemin implique de part et d'autre des concessions. Les concessions, alors, il y a le blocage du détroit d'Ormuz, et c'est bien là-dessus que les Iraniens n'ont pas envie de céder sur le détroit d'Ormuz, parce que c'est leur arme pour tenir les discussions, et Trump en haleine, vu les pressions internationales chinoises, européennes et autres. D'ailleurs, c'est pour ça, je fais une petite parenthèse, que le président français avait dit il faut déconnecter les négociations sur le détroit d'Ormuz du reste. Je referme ma parenthèse. Et donc, qui envoie d'ailleurs le porte-avions, voilà, avec les Rafales. Voilà. Donc, il y a ça, mais les Iraniens, ils ont besoin de s'accrocher à ce détroit d'Ormuz pour négocier. Mais négocier quoi? Négocier le nucléaire. Alors, on dit que les Iraniens ont toujours sont divisés entre les durs et les pragmatiques. Ça, si vous voulez, moi qui ai couvert, comme beaucoup de gens autour de cette table, l'Iran, il y a toujours eu des durs et des pragmatiques. Mais ce qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait un guide suprême qui avait une autorité. Et là, on n'a plus de guide suprême qui a une autorité, puisque le guide suprême en morceaux, qui est en train d'être comme un puzzle retapé par les médecins, eh bien, le guide suprême, il est complètement sous l'autorité des passes-d'Aran. Donc, on n'a plus ce pouvoir iranien, cet homme qui faisait taire les dissensions. Parce que les dissensions, elles ont toujours existé dans le régime iranien. Christian, l'objectif de Donald Trump, notamment concernant le nucléaire iranien, c'est de faire mieux que ce que Obama avait fait à l'époque, ce fameux JCPOA de 2015 qu'il avait déchiré. On n'en prend pas le chemin. Et un des éléments qui le prouve, c'est la focalisation sur le détroit d'Ormuz, qui représente, quoi que l'on dise, une victoire stratégique de l'Iran. Parce que tant qu'on parle d'Ormuz et ses escarmouches quotidiennes y contribuent, mine de rien, on alimente toujours la question d'Ormuz comme le point central du conflit. Ça n'a jamais été le point central. On est même frappé de constater à quel point ça a été sous-estimé et minoré dès le départ par la partie américaine. Mais pour les Iraniens, la hiérarchie est très différente des objectifs de celle des Américains. Pour les Iraniens, le plus important, et ce qui les unit tous, durs ou modérés, c'est la survie du régime. Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, est favorable à la discussion et les passes-d'Aran sont favorables à la réplique militaire immédiate et au fait de frapper les Émirats, par exemple. Mais Araghchi et les passes-d'Aran sont strictement d'accord sur un même point. Il ne faut pas imaginer que le régime est fracturé. C'est qu'avant tout, il faut que la République islamique perdure. Or, pour qu'elle perdure, il faut garder le nucléaire. Et pour garder le nucléaire, il faut faire dériver le débat sur le détroit d'Ormuz. Tant qu'on ne sortira pas de cette affaire de détroit d'Ormuz, on n'arrivera pas à aller au fond de ce conflit, qui est le seul objectif international qui peut réunir la communauté mondiale autour de ce sujet, à savoir, non, l'Iran n'a pas le droit de se doter de l'arme nucléaire. Il a signé un traité qui l'en empêche. Il a le droit d'avoir du nucléaire civil,
un point, c'est tout. Et le point de vue français, qui est très équilibré, Patricia vient de le signaler, qui consiste, comme Emmanuel Macron l'a dit, à détacher la question du détroit des autres, est le plus raisonnable qui soit, mais c'est hélas celui que ni les Iraniens, ni les Américains n'ont envie d'entendre. Parce que pour les Américains, il faut une victoire vite. Trump n'aime pas la guerre, mais il veut la victoire. Il veut pas faire la guerre, il veut faire la victoire. C'est pas du tout la même chose. Et même, ça peut même être contradictoire. Parce qu'il n'aura pas la victoire sans l'aboutissement de cette guerre. Or, cette guerre n'aboutira pas, de toute évidence, au stade auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et de leur côté, les Iraniens ont besoin, pour rassurer tout le régime après les destructions absolument majeures qu'ils ont subies, ils ont absolument besoin de relancer le régime à travers eux aussi une victoire. Parce qu'il faut quand même arrêter de fantasmer. On a tendance à partir dans un contresens qui est de dire que parce que les Iraniens ont une position stratégique qui est plus construite que les Américains, et en tout cas moins chaotique, que les Iraniens sont en train de prendre le dessus. Le dessus de quoi? Ils sont anéantis. Et il faut absolument le garder présent à l'esprit. Leur économie est exsangue et le peuple souffre au dernier degré. Donc, ça n'est absolument pas une victoire. Mais pour eux, la victoire, c'est que le régime reste en place et regagne encore 3, 4, 5 ans, voire plus, ce qui, à mon avis, est très, très difficile à imaginer. Donc on est là-dessus sur un dialogue de sourds complet, et c'est pour ça que les négociations n'avancent pas et n'aboutissent pas. Patricia Aziad. Pardon. Vas-y, Ziad. Mais au fond, moi, je pense que Hormuz étant une arme quand même assez majeure, parce qu'elle n'existait pas avant la guerre et qu'elle existe aujourd'hui, je pense que la vraie question derrière tout ça, c'est l'Iran puissance. C'est-à-dire, là, c'est pourquoi on a fait la guerre. Ils avaient signé le JCPOA, le guide suprême Khamenei était celui qui empêchait la marche vers la bombe. Donc, il y avait toutes sortes de raisons pour ne pas faire la guerre. Ils ont fait la guerre parce que pour l'alliance américaine, israélienne et certains des pays du Golfe, il faut se débarrasser de l'Iran puissance. Il faut que l'Iran rentre dans le rang du grand schéma un peu fumeux de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou, des accords d'Abraham, d'un Moyen-Orient pacifié, sans ennemis, un petit peu à la botte des États-Unis et d'Israël. Et tout ça, c'est très bien. Ce qui bloque le système, c'est l'Iran. Peut-être, tu as raison, très affaibli aujourd'hui, mais ça bloque le système. C'est-à-dire les Iraniens ne veulent pas signer en bas de cette page, y compris pour sauver le régime. Vous vous rappelez au début des fantasmes que certains gardiens de la Révolution allaient basculer, qu'ils allaient signer en bas en disant « non, on va sauver notre peau, on va saluer ». Non, ça ne marchera pas. Il y a une dimension puissance en Iran qui est là, qui existe, qu'ils ont exporté, les fameux proxys. Je suis d'accord, mais le 8 avril... Je vais intervenir, Christian, 5 secondes. Je vais juste compléter quelque chose avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'Iran puissance, comme l'a dit très bien Christian, effectivement, cette volonté et cet Iran qui... Mais la question aujourd'hui, c'est effectivement que personne... C'est l'enjeu, est-ce que l'Iran va garder sa position stratégique dans la région ? Et si, effectivement, il garde cette position de contrôle sur le détroit d'Ormuz, sur lequel il est arc-bouté aujourd'hui, c'est-à-dire, je veux que vous passiez par le nord, je veux Ils ont reparlé de la question du péage. Du péage, etc., avec c'est 1 million, 2 millions, enfin bon, le tarif, on verra bien. Mais si jamais les Américains acceptaient la moindre chose, même une petite chose, un droit de regard de l'Iran sur les passages, ce qui se ferait... ce qui serait une catastrophe sur un plan international, parce que on accepterait, ça chamboulerait complètement tout ce qui est le droit maritime, et surtout l'Iran deviendrait une puissance stratégique très importante, même détruit, même cassé. Il se refera en 10 ans, etc., ou même moins. On voit qu'on avait dit, après la guerre Iran-Irak, que l'Irak, ça allait mettre des années pour être construit. Je peux vous dire que les puits de pétrole, tout ça, ça ressurgit très vite. Donc, le vrai, au-delà, il y a 2 choses qui sont fondamentales aujourd'hui. C'est comment faire céder l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Moi, je crois que sur le nucléaire, l'Iran l'avait déjà fait, c'est-à-dire avant que la guerre éclate, les négociations qui s'étaient passées par l'intermédiaire du sultanat d'Oman avaient amené 2 choses. L'Iran avait accepté de dissoudre, enfin, était sur la voie d'accepter une dissolution de son uranium enrichi à 60%. On ne parlait pas des 20, mais on parlait des 60. Il avait accepté, effectivement, de descendre son taux d'enrichissement,
mais ça, c'était aussi des promesses. Il y avait des questions qui n'étaient pas encore tranchées, c'était les proxys et les missiles. Mais il acceptait qu'on parle des missiles. Tout ça, c'était 2 jours avant la guerre, ce qui a d'ailleurs fait déclencher la fureur du sultanat d'Oman, parce qu'il a dit, mais pourquoi on fait la guerre alors qu'on était prêt à aboutir à des accords? Donc l'Iran est prêt à certains accords. Ce qu'il veut garder sur le nucléaire, à mon avis, c'est essentiel, c'est son droit à l'enrichissement. Le moratoire de 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais pas s'il est prêt. Mais la vraie truc sur lequel il s'accroche pour négocier aujourd'hui, c'est le détroit. Même si sur le fond, c'est quelque chose qui n'existait pas avant la guerre, comme tu as très bien dit, et ça nous apparaît... Enfin, ça n'a rien à voir avec l'enjeu nucléaire. Oui, voilà. Mais il n'est pas autonome. Dernier mot et après on va passer au Il n'est pas autonome sur la question du détroit d'Ormuz. Dans le temps, on a pris l'habitude de dire que Trump était pressé, que les Iraniens avaient le temps. Ils ont quand même les Chinois dans le dos, auxquels le blocage du détroit d'Ormuz ne convient absolument pas. Et Donald Trump se rendra en Chine d'ailleurs la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Trump sera en Chine. Donc il va y avoir quand même une partie très compliquée. Il peut y avoir des pressions diplomatiques à mener pour les Iraniens. Mais je répète ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'on parle beaucoup plus d'Ormuz que du nucléaire, ça prouve quand même qu'il y a un énorme problème de stratégie dans ce que les Américains ont entrepris. C'est vraiment l'Iran a nationalisé ou privatisé le détroit, ce qui n'a jamais été le cas historiquement, y compris pendant la guerre avec l'Irak, pendant toute la décennie des années 1980. Donc c'est quelque chose qui va rester et qui est un énorme échec pour les Américains. Alors, Laure, les dessins sur ce thème. Mais je vais vous montrer 4 dessins. On commence par un premier dessin du dessinateur danois Niels Bo Bojesen qui relève le paradoxe assez amusant du Project Freedom, projet Liberté, alors que celui qui est le plus grand prisonnier de cette guerre, c'est Trump, qu'on voit derrière les barreaux de ses lettres. Une guerre qu'il a cependant lui-même choisie. Un autre dessin du dessinateur belge Lectre, qui nous montre, pour cause, une analyse en graphique avec ces 2 courbes qui dessinent la géographie du détroit, le prix de l'essence, la cote de popularité de Trump qui est en baisse. Tout de suite, tout est plus clair grâce à notre cher ami Lectre. Un autre dessin du dessinateur français Truand qu'on connaît bien ici, sur la énième volte-face de Trump pour approcher d'un accord avec l'Iran. Trump ne sait plus sur quel pied danser, mais bien sûr que si. Admirez donc cette stratégie avec sa désormais très célèbre danse qui remplit le vide intersidéral. Trump change à nouveau de position. Et puis pour terminer, un dessin du dessinateur suisse Hermann pour la Tribune de Genève. On l'a dit, la trêve, elle reste très fragile puisque des échanges de frappes continuent, mais quelques navires parviennent quand même à passer le barrage filtrant du détroit avec des techniques très, très, très sophistiquées. On marque en gros, on n'est pas iranien, on n'est pas américain et la petite arme de dernière minute, on n'a pas le hantavirus. Ça peut effectivement aider. Merci beaucoup Laure pour ces premiers dessins. Les deuxième thème d'une semaine dans le monde ce soir, l'Ukraine et la Russie. Double cessez-le-feu unilatéral annoncé donc par l'Ukraine dès mercredi, puis celui entré en vigueur hier minuit décrété par la Russie. Ils n'ont eu aucune traduction concrète sur le terrain. Kiev parle de 850 drones russes lancés la nuit dernière sur son territoire. La Russie accuse aussi Kiev de violer ce cessez-le-feu. Moscou prévient que des représailles auront lieu si Kiev frappe la Russie demain, 9 mai, journée de commémoration de sa grande guerre patriotique. Le Kremlin a d'ailleurs appelé les représentations diplomatiques étrangères à évacuer avant cette date la capitale russe. On va écouter à ce sujet Volodymyr Zelensky. Ils attendent l'autorisation de l'Ukraine pour organiser leur défilé en toute sécurité, le temps d'1 heure, une fois par an, pour ensuite continuer de tuer notre peuple et de poursuivre la guerre. Sans surprise, aucune traduction concrète de ce double cessez-le-feu, Patricia. Non, sans surprise, mais ce qui est le plus intéressant dans le contexte actuel, c'est la crainte de Moscou.
La crainte qui se propage dans Moscou. D'être frappé directement sur la place rouge par des drones. Ce drone qui a frappé un immeuble sans faire de mort, etc. Et cette crainte se manifeste à plusieurs niveaux. Un, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de grands défilés de chars, effectivement. Deux, parce que... Juste des soldats, apparemment. Voilà, juste des soldats et des avions. Deuxièmement, parce que... Dixit le Kremlin, les invitations n'ont pas été lancées à beaucoup de chefs d'État, donc c'est normal qu'il y en ait très peu, voire 3 ou 4, on ne sait pas. Mais c'est surtout parce qu'on a actuellement un mécontentement quand même qui gère parmi la population. Lié notamment aux coupures d'Internet. Lié, et j'allais en venir, lié en particulier pour les grandes villes, j'ai envie de dire, comme Moscou, Saint-Pétersbourg, à cette classe moyenne, éduquée, qui fait surtout pas de politique, qui est renfermée dans sa bulle et qui vit comme il le peut, à cette coupure d'Internet qui, là, les gêne terriblement. Mais ceci recoupe aussi un mécontentement qui est dans les classes plus défavorisées, plus à la campagne, qui est sur le niveau de vie, malgré tout, qui se ressent avec des difficultés au quotidien. Alors, ce mécontentement... Il a légèrement fait chuter la cote de popularité de Vladimir Poutine. Patricia, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu le micro qu'on vous entend mieux? Oui. Voilà, la cote de popularité de Vladimir Poutine est légèrement en baisse, légèrement en baisse, mais elle est en baisse. Et donc, si vous voulez, tout ça démontre bien. Et alors, il y a une parano au Kremlin, apparemment, c'est un peu tous les dictateurs sont saisis de cette phase. Quand ça va mal, ils pensent que tout le monde veut les tuer, et que donc tout est dangereux. Mais il y a quand même une parano qui s'est emparée du cercle autour de Vladimir Poutine et qui... Avec des mesures de sécurité renforcées au printemps. Oui. Voilà. Il a, si vous voulez, autour de sa datcha et autour de tous les endroits où il peut se trouver, des moyens de protection aérienne qu'on n'a jamais vu déposer. Ziad, Vladimir Poutine, effectivement, qu'on sent extrêmement fébrile. Vous parliez de la Dacha, apparemment, il fait que très peu de déplacements, il passe sa vie dans les bunkers. Une paranoïa. Alors, on a parlé aussi de tentatives de coup d'État potentielles. Bon, bref, ça, ce sont que des rumeurs. En tout cas, voilà, une fébrilité qui est aussi liée, visiblement, à la situation sur la ligne de front, où il y aurait, selon de nombreux rapports, un recul, en tout cas en avril, des forces russes. La fébrilité du pouvoir, elle est réelle. Il ne faut pas, comme on parlait des divisions en Iran, il ne faut pas exagérer aussi. C'est-à-dire, il prend des mesures de précaution parce qu'il est en guerre, parce qu'il est en recul, parce qu'il est menacé, parce qu'il y a des drones qui peuvent tomber sur le Kremlin. Parce qu'il est très isolé aussi diplomatiquement. Oui, je ne sais pas, quand on a la Chine derrière soi et les Américains qui jouent un jeu comme ça, on ne peut pas dire que c'est de l'isolation absolue. Les Chinois tiennent la Russie à bout de bras pratiquement, je pense, et les États-Unis ont fait tout ce qu'il faut pour lui donner de l'air. En tout cas, il y aura sans doute beaucoup moins de monde à la parade cette année que ces dernières années. Ce qui compte pour le régime, c'est un peu comme en Iran, c'est sa survie, c'est de gagner la guerre d'une manière ou d'une autre, ce qui va être très compliqué, d'obtenir une reddition à ces conditions de l'Ukraine, ce qui n'arrivera pas. Et donc c'est un régime qui va d'échec en échec, et donc à un moment, je pense malgré tout que quelque chose d'interne va jouer. Mais c'est quand même pas non plus, on n'est pas au niveau de la fragilité la plus totale. C'est, voilà, la guerre se passe pas comme ils veulent, ça ne s'est jamais passé comme ils le veulent, et à un moment ou à un autre, c'est probable que à l'intérieur du système, quelque chose remonte en disant c'est peut-être pas la bonne méthode. Ils ont perdu du terrain pour la première fois. Christian, on parlait donc de ce défilé à venir du 9 mai qui s'annonce visiblement sans l'arsenal habituel. Comment l'interpréter ? Écoutez, pour Poutine qui a toujours insisté sur la grande victoire patriotique, Pobieda, la victoire, c'est une forme d'échec moral. Mais il ne faut pas en attendre des effets particuliers sur la transformation du régime ou sur une opposition qui en profiterait. Je pense que ça n'a pas énormément d'impact. Ce qui reste à Poutine, c'est assez surprenant, mais c'est ainsi, ce ne sont pas ses succès, puisque sur le terrain, concrètement, à la mesure des kilomètres carrés, la Russie recule par rapport à l'Ukraine pour la première fois depuis 3 ans. Donc c'est quand même assez significatif. Mais ce qui reste à Poutine, c'est quand même quelque chose qui se passe à Washington. C'est-à-dire, il lui reste Donald Trump comme carte à jouer. Et tant que cette carte ne tombera pas, Poutine peut encore disposer
d'un support, d'un soutien international important, parce que l'Ukraine ne peut pas non plus s'en sortir toute seule. Trump qui parle pas beaucoup de l'Ukraine, cela dit, ces derniers jours, et qui est un peu accaparé par autre chose quand même. Oui, c'est clair. Donc, pour le moment, la situation en Iran et dans le Golfe Persique permet à Poutine de respirer encore un air certes vicié, mais je dirais qu'il a l'habitude de le faire. Rubio l'a bien dit, là. Il a dit l'Ukraine, pour l'instant, ça n'avance pas. Donc, quand on aura besoin de nous, on réinterviendra. Voilà ce que le ministre des Affaires étrangères, quand même, américain, c'est une manière de dire que les Américains feront rien. Voilà. Rien en faveur de l'Ukraine. C'est ce que je voulais dire, ce que je disais précédemment. Ça reste quand même un atout pour Poutine, malgré les difficultés et l'atonie et le tassement que l'on constate à des indices très nombreux en Russie, y compris sur le plan économique, sur les résultats de production d'armement. On a beaucoup d'indices qui convergent pour dire que la Russie est un peu essoufflée. Situation économique qui mène aussi à ce mécontentement que Patricia évoquait en lien donc avec les coupures d'Internet répétitives. Mais la situation économique pèse aussi beaucoup sur la population. Oui, enfin, d'abord, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas en Russie, mais c'est quand même un pays qui a une force de résilience interne dans la douleur qu'on connaît historiquement. Deuxièmement, ils ont beaucoup de ressources pétrolières en ce moment. Ils vendent du pétrole, on leur a désanctionné une partie de leur vente. Le baril est à $110, c'est un pays pétrolier, donc le cash rentre. Troisièmement, il y a une économie de guerre qui s'est installée, qui sera très difficile de désinstaller, mais qui génère une espèce de machine. Il faut construire des chars, il faut construire des trucs, il faut construire des trucs. Donc, là aussi, cet argument que les gens souffrent, les classes moyennes, les classes supérieures sont totalement épuisées par un conflit, la perte des libertés, du WhatsApp, du téléphone, etc. Les petits Russes souffrent, mais ça n'a jamais changé la Russie. Ça ne change pas la Russie. Si quelque chose bouge, c'est quand même à l'intérieur du système. C'est pas forcément une révolution. Ça peut être. Patricia, vous n'avez pas l'air totalement. Si, enfin, moi je suis d'accord que si un jour, je dis bien un jour, quelque chose bouge, ça viendra effectivement beaucoup plus de l'intérieur, à mon avis, du système. Vous savez, les dictateurs, et d'un seul coup, ça s'effondre, etc. Mais je pense, en revanche, que de dire que sur un plan pétrolier, ils gagnent beaucoup, les raffineries se font taper en permanence, les hubs sur un plan pétrolier se font beaucoup taper par là. Et donc, Et l'Ukraine frappe de plus en plus en profondeur aussi dans le territoire. Aussi bien les raffineries que les endroits d'extraction. Ils ont frappé à 1500 km quand même. Ils ont des moyens, mais il y a du volume. Ils perturbent quand même l'économie. Et tous les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Le FMI le dit. La croissance va chuter. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec le boom économique qui avait été fait au début de la guerre. Laure, c'est déjà l'heure des dessins sur ce thème. Oui, je vais vous montrer 4 dessins. D'abord sur la trêve qui était censée tenir pendant 2 jours à l'occasion des commémorations de la victoire de la Seconde Guerre. Ce petit dessin de Urbs, Ukraine, Russie, 2 jours de trêve, presque une vie normale. Bon week-end à lundi. Voilà, c'est une petite boutade au passage, mais dommage, les tirs de drone n'ont effectivement pas cessé. Et puis c'est bien la première fois qu'on reçoit là, cette semaine, des dessins, depuis longtemps, je veux dire, d'un Poutine affaibli, parce que c'était pas vraiment la tonalité du personnage dans les dessins ces derniers mois. Donc on va commencer par ce dessin d'Arjen van Damme, dessinateur des Pays-Bas, sur la cérémonie demain à Moscou. Donc vous l'avez dit, à Shrine, on assistera à un défilé militaire très allégé. Pourquoi ? Eh bien parce que l'état des troupes, sans doute, qui sont un petit peu mises en difficulté. Un autre dessin de notre cher dessinateur ukrainien Vladimir Kazanevski, qui dessine depuis Kiev, qui montre comment justement la Russie a perdu du terrain ces dernières semaines, et que c'est bien la première fois depuis l'été 2023. Je crois avoir lu que c'est plus de 480 km² de perdus en avril. Donc voilà, une partie de Morpion qui semble interminable, mais qui tournerait peut-être en faveur
grandeur de l'Ukraine. Et puis pour terminer, justement sur la grande paranoïa de Poutine, ce dessin du dessinateur cubain Ramsès, enfermé dans un bunker. On dit qu'il a peur de son ombre, qu'il est de plus en plus parano, qu'il est obnubilé par le conflit en Ukraine et qu'il passe le plus clair de son temps sur le sujet. Donc j'avais envie de terminer avec ce dessin et cette image, même la colombe. Voilà, il se sent acculé par une colombe de la paix qui fait une drôle de tête d'ailleurs. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup pour ces contributions. La Russie qui a sans aucun doute vu d'un très mauvais œil la démonstration de force cette semaine des Européens et en présence de Volodymyr Zelensky en Arménie, sommet de la CPE, la communauté politique européenne, tout premier sommet UE-Arménie également, et puis cette visite d'État, la toute première également du président Macron, accueillie comme une rockstar avec cette image cocasse d'ailleurs du président français poussant la chansonnette lors d'un dîner d'État avec à la batterie le Premier ministre arménien. L'Arménie qui a tenté à travers ce triple rendez-vous diplomatique de diversifier ses alliances et de s'émanciper vis-à-vis de la Russie, qui a d'ailleurs abandonné l'Arménie, on le rappelle, face à l'Azerbaïdjan lors de la dernière guerre du Haut-Karabakh. On va écouter le président Macron, c'était mardi. J'assume totalement, oui, de défendre l'Europe, de défendre aussi les intérêts de l'Europe et de la France en venant ici. Mais ça n'est pas la même chose que des interférences qui se font par la manipulation de l'information, la propriété de médias, la divulgation de fausses informations, la déstabilisation des règles de l'état de droit. C'est ça que nous combattons. Nous les combattons d'ailleurs chez nous parce que parfois nous les subissons aussi. Christian, véritable démonstration de force, on peut le dire, des Européens à la hauteur, disons, de l'enjeu, donc face à la Russie, dans une région jadis considérée comme le pré-carré russe, le symbole était très fort. Oui, très fort, parce qu'il y a eu 3 rendez-vous en 2 jours. D'abord, le sommet de la CPE, que vous venez de mentionner, puis un sommet bilatéral France-Arménie avec la signature d'un partenariat stratégique consistant et important qui porte sur des acquisitions d'armement, mais aussi de technologies, des échanges scientifiques, de formation. Et puis, il y a eu aussi, dans la foulée, un sommet UE-Arménie. Et ça, c'est peut-être ce qui irrite le plus Vladimir Poutine et le Kremlin, parce que l'Arménie est dans une position assez singulière. Elle fait partie de l'Union eurasiatique, puisque sur le plan économique, elle en a besoin. Et de l'OTSC, toujours, ce traité de sécurité collective. De l'OTSC, qui n'est pas intervenu à la rescousse de l'Arménie dans son conflit avec l'Azerbaïdjan, ce qui a provoqué énormément de tensions entre Moscou et Erevan, mais Erevan ne fait pas le poids pour s'opposer frontalement à Moscou. Donc Erevan se trouve dans une position très très délicate, subtile, qui peut peut-être porter des fruits, mais qui est très très difficile à tenir. Je dirais que le Premier ministre arménien marche sur un fil. Il faut qu'il laisse toutes les portes ouvertes vis-à-vis de l'Europe et qu'il ne donne pas l'impression de fermer la porte à la Russie, ce qui n'est pas du tout un exercice aisé quand on sait que cet homme lui-même a des difficultés intérieures assez fortes. Mais il est aidé sur un point, c'est que la Russie, incontestablement, alimente des manœuvres politiques internes à plusieurs reprises de déstabilisation du Premier ministre actuel. Et notamment à l'approche des législatives. Parce que les Russes, fidèles à leur pratique habituelle, essaient de faire chuter ce gouvernement qui n'est pas, à leurs yeux, assez acquis à la Russie. Là où la Russie est dans une impasse complète, c'est que la Russie a lâché et abandonné le clan arménien qui était, lui, favorable à la Russie et qui défendait l'option du Karabakh autonome, détaché de l'Azerbaïdjan. La Russie est elle-même dans une contradiction complète. Elle était pour l'Arménie, elle a abandonné l'Arménie et maintenant elle reproche à l'Arménie de se rapprocher de l'Europe. Honnêtement, ça démontre une chose avec l'ouverture d'une route, la fameuse Trump Road for Peace and Prosperity, une route qui va de l'Azerbaïdjan oriental à l'Azerbaïdjan occidental et qui rejoint la Turquie. À travers l'ouverture de cette route, il y a une chose qu'il faut retenir, et c'est bon pour la France d'y être, c'est que l'Arménie est devenue un carrefour stratégique.
Patricia, pour les Européens, donc ils sont venus en force, le risque, en tout cas ce qu'ils souhaitent éviter à l'issue des législatives du 7 juin prochain, c'est éviter de voir le scénario, disons, géorgien se répéter. Alors je dirais deux choses. Je reprendrai l'idée développée par Christian du carrefour stratégique. C'est vrai que l'Arménie, pour l'Europe, aujourd'hui, représente aussi une route, un axe qui peut être essentiel dans ses approvisionnements énergétiques et autres. Donc c'est important pour l'Europe, finalement. L'Arménie a une fonction. Ce n'est pas simplement dans l'opposition à la Russie ou pas. À défaut d'avoir elle-même des ressources énergétiques qu'elle n'a absolument pas. C'est justement un carrefour, un axe de pénétration et de passage qui peut être très, très utile. Donc ça c'est important. L'autre chose, moi, qui m'a frappée dans ces réunions, effectivement, c'est la présence du Canadien. Et donc le Canadien est venu une fois de plus rappeler que les nations, et c'était repris par le président français, que les nations qui se réclament de l'ordre et du droit international et du Britannique Keir Starmer. Voilà, aussi. Et des solutions pacifiques. Mais c'est le Canadien qui a porté le discours le plus fort en la matière. Eh bien, était retrouvé. D'ailleurs, le président Macron a dit, voyez, on s'étend, nous les nations qui représentons encore quelque chose d'une forme de stabilité, eh bien, nous attirons effectivement le Canada, etc., etc. Donc, on voit bien que cette réunion, elle est bien au-delà de la communauté politique européenne. Et mon grand regret, c'est qu'on n'ait pratiquement pas parlé en France de la communauté politique européenne, comme si cette histoire était morte et enterrée. On a parlé de la visite du président Macron, alors que c'est quand même une idée portée par le président. Et c'est une idée qui est porteur de peut-être justement d'une autre forme d'Europe, d'une autre vision, et qui est importante. C'est l'Europe politique, très peu parlé. Ziad, que justement Macron appelle de ses voeux depuis des années. Bah oui, en fait, la communauté, elle a été créée pour dépasser les complexités de l'UE. C'est-à-dire de dire, vous n'êtes pas membre de l'UE, mais on peut avoir une espèce d'ombrelle qui ramène toute la famille sans avec des valeurs communes. Il y en a qui sont dans le salon, d'autres qui sont dans la salle à manger, etc. Mais d'abord, je trouve toujours très émouvant ces retrouvailles franco-arméniennes, parce qu'on oublie aussi l'histoire. On oublie le génocide, on oublie que la France a joué un rôle pour protéger les Arméniens, on oublie que Marseille a été une ville... Il y a tout un ethos, tout un émotionnel pathos qui est là entre ces deux pays et qui est intéressant. Et on voit aussi à quel point l'Arménie peut être un sujet politique en France, chacun essayant de faire de l'arménisme par rapport à d'autres. Donc c'est intéressant à regarder. Et l'autre chose, rapidement, je trouve quand même que les indices d'une Europe un peu plus revitalisée se multiplient. D'abord, dans la capacité à mener le conflit et aider l'Ukraine dans sa guerre malgré l'abandon américain. Les 90 milliards de dollars, la défaite d'Orban, c'est quand même tout ça. C'est la création de la communauté par Macron et ceux qui y croient, l'Union européenne qui réinstalle ses marges. Je trouve que... il se passe quelque chose qui sera probablement très long et qui est peut-être très fragile. Il suffit d'une élection ou deux en France pour que tout ça dérape. Ça bouge. Le signal un petit peu paradoxal de ça, c'est qu'en Angleterre, où on parlait plus du tout de revenir en Europe, de nouveau, on discute en disant on a peut-être fait une connerie. Et on voit bien quand même qu'il se passe quelque chose. Et cette petite dynamique-là mérite d'être regardée, encouragée et suivie. Une forme d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. C'est tout petit, hein, mais c'est pas mal déjà. Christian, là-dessus ? Oui, il y a un contenu très fort de ce voyage qui est que la cause européenne peut dépasser tous les conflits actuels, parce que l'Arménie est toujours dans une situation très conflictuelle et c'était une position idéale pour aborder des questions d'extension des possibilités européennes. Au fond, tous les pays qui se situent à la marge est de l'Union européenne ont un problème, que ce soit la Moldavie, que ce soit la Moldavie avec l'influence russe, que ce soit bien sûr l'Ukraine, que ce soit la Géorgie. Le fait qu'on ait réussi quand même à amener tout le monde, y compris le Premier ministre canadien, qui a dit des choses importantes, qui a dit qu'il croyait à la force et à la vertu morale des puissances moyennes, qu'il pensait que la réunion de ces puissances moyennes était une réplique aux puissances hégémoniques. Suivez mon regard. Il pensait bien sûr à la Chine et aux États-Unis. Donc, il y a un côté, si vous voulez, ce monde-là qui est sous-tendu par les valeurs que l'Europe a toujours
défendue et dont elle se réclame, ce monde-là n'est pas éteint et il n'est pas mort. C'est pas parce qu'on parle toute la journée des mastodontes que, si j'ose dire, les herbivores n'ont pas le droit de vivre. Les herbivores ont le droit de se méfier des carnivores et ça a été un sommet très intéressant, très important. Et enfin, dernier point, pour ce qui est de la mémoire arménienne et de tout ce qu'elle évoque, bon, il restera la chansonnette que Macron a poussée. Je ne m'exprimerai pas sur la qualité strictement musicale de cette expérience, mais c'est en tout cas quelque chose qui fait aussi partie de la stratégie de la diplomatie qui s'appelle la sensibilité. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue dans les rapports internationaux aujourd'hui. Laure, les dessins sur ce dernier thème. Oui, mais 3 dessins. On commence par un dessin vue de Syrie du dessinateur Fares Garabet sur cette 8e réunion de la CPE. Les enjeux, c'était l'unité et la défense européenne face à la Russie. Vue de Syrie, il y a quand même un peu de boulot, mais l'Europe est sympathique. Nous sommes certes plus petits que les 2 autres chars, multicolores bien évidemment, puisque la diversité fait notre identité. Mais bon, il y a encore un peu de chemin à parcourir pour faire le poids avec le gros char américain et le char russe. On parlait du Premier ministre canadien, ce dessin de Nicolas Vado pour l'Écho, qu'on connaît bien ici. Donc c'était l'invité surprise. Christian en a fait en fait en avant-première la description. On voit les 3 puissances hégémoniques et le Premier ministre canadien qui dit « Nous ne pensons pas être condamnés à nous soumettre à un monde insulaire, transactionnel et brutal », je cite. Et puis il y en a un qui s'inquiète un petit peu, c'est l'OTAN, qui se sent peut-être un petit peu... C'est Marc Rutte, vous l'aurez compris au premier plan, qui cafte tout de suite en appelant son daddy. Allô daddy, ton petit frère du Nord les a tous rendus woke. Donc voilà la photo de ce sommet. Et puis pour terminer, notamment sur l'Arménie, un dessin d'une jeune dessinatrice française, Rick. On l'a dit, historiquement lié à la Russie, eh bien c'est un petit pays qui se rapprocherait peut-être de l'Europe. Il est temps pour nous de changer d'étoile du berger, donc de l'étoile du Kremlin à l'étoile du drapeau européen. Ça fait toujours plaisir de voir effectivement qu'il y en a qui ont envie d'Europe. Ça peut nous requinquer, en effet. Merci beaucoup Laure, merci à tous les dessinateurs pour toutes ces belles contributions. Merci Christian, merci Patricia et Ziad pour vos éclairages toujours très précieux. C'est la fin d'une semaine dans le monde, émission à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point sur l'actualité internationale dans quelques minutes.